Il y a 10 ans, dans le ciel de Tokyo, un château inversé est apparu à la grande surprise des habitants. À ce moment-là, des donjons sont également apparus partout au Japon, et les gens ont découvert qu'ils avaient éveillé leur mana. Ceux qui étaient doués sont devenus des mages, des individus capables de défier les donjons pour gagner richesse et gloire. Le talent d'un mage est jugé par la couleur de son mana. Normalement, on montre des aptitudes pour une seule couleur, mais il arrive rarement que des personnes maîtrisent 2 couleurs. Par exemple, une personne extraordinaire nommée Kai maîtrise 2 couleurs, le bleu et le rouge. Grâce à son immense pouvoir, Kai peut se tenir debout en souriant devant un démon redoutable. Il manie sa lance de démon et lance une attaque qui vainc facilement le grand démon, l'écrasant au sol. Kai ramasse la pierre de rubis émise par le démon après sa défaite. Il voit alors son frère aîné, Rei, passer et lui jette le rubis en lui ordonnant de le ramasser. Ce garçon impitoyable est connu sous le nom de Roi Violet et est maintenant au niveau 89. Il est l'un des mages les plus puissants du monde. Pendant ce temps, Rei est un mage incompétent sans aptitude, complètement incolore, une condition rare dans ce monde. Malgré cela, Rei refuse d'abandonner son rêve de devenir mage. Il rit de l'embarras que lui cause son jeune frère et continue de faire son travail de porteur dans le groupe de son frère, collectant des gemmes pour eux. Même alors, il espère éveiller une compétence un jour et croit qu'il deviendra utile. Le groupe continue d'explorer le donjon et atteint finalement la salle du boss. L'un d'eux commente qu'il devrait être facile de vaincre le boss car les autres démons jusqu'à présent n'ont posé aucune menace. Ils entrent dans l'antre du boss démon avec pleine confiance, mais tombent sur le mystérieux dieu du temps et de l'espace, Chronos, dont le niveau reste inconnu. Kai sourit avec confiance à l'ennemi, certain qu'il peut vaincre Chronos. Il déchaîne sa lance de démon, tandis que le dieu sort son épée d'un portail spatial et neutralise sans effort l'attaque d'un seul mouvement rapide. Chrono le regarde avec des yeux dépourvus d'émotion, tandis que Kai fixe avec incrédulité ce qui vient de se passer. Avant qu'il ne puisse réagir, Chrono l'anéantit en un clin d'œil. Les membres de son groupe, ainsi que Rei, sont stupéfaits, incapables de comprendre ce qui vient de se produire. Rei tremble, son frère, le grand roi violet, a été éliminé en un instant. Chrono se tient devant eux, dégageant une présence intimidante qui inspire la peur aux membres restants du groupe. 2 d'entre eux tentent de fuir, craignant d'être tués ensuite. Cependant, Chrono ne les laisse pas s'échapper. Il met fin à leur vie instantanément, comme il l'a fait avec le roi violet. Avec tous ses camarades tombés, Rei s'effondre, consumé par la peur. Chrono tourne son attention vers lui et sourit, disant à Rei qu'il est complètement incolore, comme s'il voyait directement dans son âme. Rei serre les poings, se disant qu'il n'a encore rien accompli et qu'il ne veut pas mourir maintenant. Il sort son épée et affronte courageusement le dieu invincible. Prana laisse échapper un rire menaçant, se moquant de Rei qui ose se battre malgré le fait qu'il soit incolore. Rei tremble en levant son épée vers l'ennemi, se convainquant qu'il peut vaincre Chronos. Le dieu sourit malicieusement et déclare qu'il va tester Rei. Il lance une attaque qui l'incapacite immédiatement. Ensuite, le dieu s'excuse moqueusement et rembobine le temps en restaurant le bras de Rei comme si rien ne s'était passé. Rei est stupéfait de la rapidité avec laquelle il a été guéri. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre ce qui se passe, Chrono conjure une boule de feu et la lui lance. Le dieu dit à Rei qu'il lui donne le temps de réfléchir, puis l'engloutit dans les flammes de l'enfer en savourant le tourment. Réfléchissant vite, Rei repère l'épée que Chrono avait utilisée. Il la ramasse par terre et brave les flammes de l'enfer. Alors que son corps commence à fondre et à se désintégrer, Chrono regarde avec amusement. Mais à sa grande surprise, Rei l'atteint et le poignarde au cœur, blessant mortellement le dieu. Rei ressent une vague de fierté. Il a réussi à porter un coup. Mais à son grand désarroi, Chrono utilise à nouveau sa compétence de rembobinage, échappant à la mort. Chrono se moque du désespoir de Rei, le traitant comme une simple forme de divertissement. Désespéré, Rei tombe à genoux, prêt à abandonner, pensant qu'il va mourir comme un loser. Juste à ce moment-là, un message système apparaît disant que le dieu du temps et de l'espace a libéré le sceau sur la compétence noire et que Rei a acquis une compétence supplémentaire appelée Skill Drain, ce qui lui permet de voler la compétence avec succès. Rembobinage. Rei et Chrono sont tous deux stupéfaits par la révélation. Ne perdant pas de temps, Rei active rembobinage. Le temps se déforme autour d'eux, et l'existence de Chrono est effacée alors que Rei utilise simultanément la compétence de régression. Après avoir désespérément activé rembobinage, Rei se retrouve dans le passé en train de fixer un miroir à son jeune moi, complètement choqué par ce qui vient de se passer. Chrono hurle d'agonie alors que la compétence de régression prend effet. À ce moment-là, un homme mystérieux apparaît, affirmant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre le dieu du temps et de l'espace. C'est pourquoi il a confié la compétence de régression à Rei, quelqu'un qu'il croit capable de vaincre vraiment Cronus. Rei se réveille en sursaut, surpris de se voir plus jeune. Il regarde par la fenêtre de sa chambre et est stupéfait de voir que le château inversé est toujours blanc. Hier encore, il était noir comme la nuit, ou du moins c'est ce dont il se souvenait. Le château était resté d'un blanc pur jusqu'à il y a 7 ans, mais avec le temps, il est devenu noir, et une porte s'est finalement ouverte, menant à l'antre du dieu du temps et de l'espace. Il se rend compte qu'il a gagné le combat et volé la compétence de rembobinage.
Il vérifie son téléphone et est choqué de constater qu'il a été renvoyé 7 ans dans le passé. En ouvrant sa fenêtre de compétences, le système apparaît, et il remarque que le rembobinage a disparu, il ne reste que le skill drain. Malgré tout, il est ravi. Dans sa chronologie précédente, il n'avait jamais été capable d'acquérir la moindre compétence. Son téléphone reçoit une notification pour l'examen de mage tant attendu. Plus tard, il arrive à Chiyoda Ward devant la gare de Tokyo, où se trouve le siège de l'association des mages. Il est surpris de voir que le bâtiment a l'air tout neuf. Juste à ce moment-là, Wakangoto, les laquais de son frère, attire son attention en l'appelant incolore. Il se moque de lui pour avoir essayé de repasser l'examen de mage, disant que cela ne sert à rien, peu importe le nombre de fois où quelqu'un comme lui essaie. Leurs mots rappellent à Rei que ce n'est pas sa première tentative. Malgré des échecs répétés, il avait continué à passer l'examen encore et encore, incapable d'abandonner son rêve de devenir mage. Il dépasse les 2 laquais, qui sont surpris par le changement soudain de son comportement. Pendant ce temps, la surveillante de l'examen, Hinata, est exaspérée de voir Rei tenter une fois de plus l'examen de mage. Elle l'avertit qu'il pourrait être tué s'il continue à faire cela par entêtement. Malgré tout, elle le conduit à la salle d'examen, où il doit collecter 3 pierres magiques auprès de gobelins afin de réussir. Normalement, pour quelqu'un qui a éveillé une compétence, ce ne serait pas trop difficile. Cependant, Rei se souvient qu'il y a des années, un bonnet rouge, un monstre de niveau 37, était apparu de façon inattendue dans le donjon alors qu'il n'aurait pas dû. Comme il le craignait, le bonnet rouge réapparaît. Hinata est choquée par l'apparition du monstre et exhorte Rei à fuir pendant qu'elle s'en occupe. Mais il se souvient que dans sa ligne temporelle précédente, Hinata n'avait pas pu vaincre le bonnet rouge. Elle avait été forcée de lui laisser le temps de s'échapper et, par conséquent, avait été grièvement blessée. Cet incident a mis fin à sa carrière de mage et, pendant longtemps, il s'est blâmé pour son sort. Analysant le monstre devant lui, il en déduit rapidement qu'il possède une compétence qui améliore considérablement ses capacités physiques, rendant les attaques ordinaires inutiles. Il passe à l'action et utilise l'absorption de compétences pour voler la capacité d'amélioration corporelle du bonnet rouge. Avec ses statistiques physiques désormais améliorées, il utilise le propre pouvoir du monstre contre lui, le coupant en 2 et l'anéantissant avec succès. Hinata est choquée de voir que Rei a vaincu un bonnet rouge avec un seul coup. Rei réalise à quel point l'absorption de compétences est incroyable. Hinata lui demande comment il a fait. Il panique car il sait qu'il ne peut pas mentionner sa situation particulière. Dans le feu de l'action, il dit que ce n'est qu'une coïncidence s'il a vaincu la créature, ce que la femme ne croit pas. Elle se rend compte que comme il y avait des monstres irréguliers, l'examen doit être annulé et qu'elle doit signaler la situation au quartier général. Pendant ce temps, Rei ramasse la monastone dorée qu'il a obtenue en tuant le bonnet rouge et pense qu'il a besoin de 2 pierres de plus. Hinata lui dit que ce n'est pas le moment de penser à l'examen. D'autres gobelins apparaissent. Il charge seulement pour que Rei les vainque avec un seul coup de son épée. Hinata est stupéfaite de le voir. Il lui demande si les pierres de mana qu'il a obtenues des gobelins comptent. La femme ne sait pas comment réagir, alors elle se contente de crier. Plus tard, il retourne à l'entrée du quartier général des mages, où Hinata remet à Rei sa licence de mage. Rei la tient et absorbe combien de temps il lui a fallu pour enfin en obtenir une. Il se souvient du temps qu'il a passé à être l'esclave de son frère Kai en tant que porteur pendant 10 ans. Il est soulagé d'être enfin un mage. Hinata lui montre les détails concernant l'échange de pierres de mana. Rei passe en revue que les pierres de mana sont abandonnées par les monstres vaincus et sont une ressource précieuse qui ne produit aucune émission de carbone et peut être vendue à l'association. Maintenant qu'il a vaincu un monstre de rang A, Rei pense qu'il doit avoir gagné de l'argent décent. Il est choqué de voir sur le papier d'échange qu'il a en fait gagné 3 millions en devises. Hinata l'informe que c'est parce qu'il a vaincu un bonnet rouge, et elle l'encourage à vaincre des monstres plus puissants. Rei se dirige vers l'entrée du donjon. Alors qu'il s'en approche, il voit que le graphique d'état l'informe que l'entrée lui est réservée. Il se souvient qu'il ne pouvait pas entrer seul dans un donjon auparavant. Il se souvient que Hinata s'était blessée dans la dernière chronologie et compare cela à l'image d'elle souriant joyeusement à lui maintenant, et se rend compte qu'il peut maintenant changer l'avenir pour le mieux. Une main géante faite de mana l'attrape soudainement par derrière et le retient. Il est révélé que c'est l'œuvre d'Wak, et il est avec Godot pour dire à Rei qu'il n'est pas autorisé à entrer dans le donjon puisqu'il est incolore. Rei les informe qu'il a déjà réussi l'examen et qu'il devrait être autorisé à entrer en solo maintenant. Wak pense qu'il ment, alors il l'attrape par la tête et exige qu'il lui montre sa compétence. Rei essaie de se sortir de la main de mana, mais même son amélioration corporelle n'est pas assez forte pour la briser. Il donne plutôt un coup de tête à Wak en plein visage. Cela l'amène à voler sa compétence de main de mana et le rend capable de faire disparaître la main qu'il attrape. Il invoque ensuite une main de mana pour retenir Wak. Wak est choqué qu'il se soit vraiment réveillé. Pendant ce temps, Godot lance une boule de feu sur Rei. Rei active l'amélioration corporelle, ce qui lui permet de repousser la boule de feu. Il frappe ensuite Godot, l'envoyant voler en arrière et brisant un mur. Les deux adversaires sont choqués de voir que Rei peut utiliser 2 couleurs. Rei active la compétence volée de la boule de feu, et il déclare qu'il peut utiliser plus de 2 couleurs.
Goto est surpris que Rei puisse également activer la troisième couleur de rouge. Rei tend la main et essaie de frapper Goto avec une boule de feu, que Goto esquive. Pendant ce temps, Hawk est libéré de la main de Mana. Rei leur demande s'ils veulent toujours se battre. Les deux se regardent puis s'enfuient. Rei peut dire que ce n'est qu'une question de temps avant que son frère Kai ne découvre les nouvelles capacités de Rei. Il se souvient de la façon dont son frère le traitait comme un chien et lui marchait toujours dessus. Il craint que la découverte par Kai du réveil de Rei signifie que Kai essaiera de l'écraser. Il s'inquiète également de la façon dont le donjon du château à l'envers sera bientôt déverrouillé. Il essaie de l'oublier pour l'instant et ouvre la porte du donjon. La porte s'ouvre pour révéler des lumières bleues vives. Rei entre. Alors qu'il marche dans les couloirs du donjon, Rei passe en revue comment il doit monter de niveau pour apprendre des compétences et augmenter sa réserve de mana. Il pense également au niveau de mana qu'il peut contrôler une fois qu'il monte de niveau. Le monstre connu sous le nom de sorcier des flammes apparaît devant lui. Rei invoque une boule de feu pour se préparer au combat. Le sorcier lance également des boules de feu, mais il y en a beaucoup à la fois, et elles sont beaucoup plus grosses. Rei voit que la différence de leur niveau a fait toute la différence, même lorsqu'ils ont la même technique. Le monstre lance les boules de feu du sorcier, forçant Rei à lancer également les siennes. La boule de feu de Rei frappe l'une des boules de feu du monstre, mais d'autres arrivent encore sur lui. Il saute loin de leur direction pour les esquiver. Il se rend compte qu'il ne peut pas gagner contre la créature dans un combat frontal. Il n'a toujours pas abandonné et se précipite vers le sorcier. Le sorcier devient nerveux car le sorcier est impuissant pendant 2 secondes après avoir lancé son sort. Réactive sa force améliorée et frappe la créature au visage. La fenêtre de notification lui indique qu'il a réussi à voler la compétence de boule de feu du monstre. Le sorcier se relève des dégâts du coup de poing et essaie d'invoquer plus de boules de feu. Le sorcier est confus qu'il soit incapable de le faire. Rei lance ensuite de nombreuses boules de feu sur la créature, enveloppant le sorcier dans une tornade de flammes. Avec la défaite de la créature, de nombreuses fenêtres de notification apparaissent pour dire à Rei qu'il a monté de niveau plusieurs fois. Il jette un coup d'œil et voit que son niveau précédent est passé au niveau 12. Cela le motive à aller plus loin dans les tunnels et à atteindre au moins le niveau 30. Tout au long de son voyage, il a combattu plusieurs monstres, gagnant des niveaux en cours de route. Finalement, il constate qu'il est déjà au niveau 27. Cependant, il se rend aussi compte qu'il devient de plus en plus difficile de gagner des niveaux. Cette pensée le conduit dans la partie la plus profonde du donjon où il atteint la porte du boss final. Il pose lentement sa main sur la porte et l'ouvre. Là, il trouve le démon crâne démoniaque et 2 de ses diablotins volants. Rei voit qu'ils sont tous à des niveaux supérieurs aux siens, mais cela ne fait que le motiver à voler leur capacité encore plus. Il charge vers le boss et frappe le démon crâne. Le coup de poing est bloqué par la barrière magique du démon crâne. Voyant qu'il ne peut pas s'approcher, Rei recule à nouveau. Il est frustré que la barrière de mana signifie qu'il ne peut pas s'approcher assez pour voler les capacités du monstre. Le démon crâne rugit et charge ensuite Rei. Rei esquive les coups de griffe du démon. Voyant à quel point son adversaire est fort, il a l'impression de n'avoir d'autre choix que d'utiliser une technique qu'il vient d'apprendre. Rei voit que les diablotins volent vers lui. Il saute vers l'un d'eux et le frappe au menton. Sa fenêtre de notification lui indique alors qu'il a réussi à voler la capacité d'aiguille de glace de la créature. Il active ensuite la boule de feu et la lance sur le diablotin. Pendant que la créature est en feu, Rei se reconcentre sur l'autre diablotin et lui lance une aiguille de glace. La lance de glace transperce le diablotin en plein centre et à travers son dos. Avec les 2 diablotins éliminés, Rei reporte son attention sur le démon crâne. Le boss monstre invoque alors simplement plus de diablotins à partir de rien. Les diablotins chargent sur Rei, mais ils sont vaincus en un instant. En les battant, il a gagné le niveau 28. Une notification apparaît alors pour l'informer qu'il a acquis un meilleur contrôle du mana et peut maintenant débloquer la synthèse de compétences. Rei invoque une aiguille de glace dans sa main droite tout en invoquant également une boule de feu dans sa main gauche. Il utilise ensuite la synthèse de compétences pour les fusionner en un tourbillon d'éléments bleus et rouges. Il charge ensuite vers le monstre et lance la nouvelle attaque connue sous le nom de lance de feu. Le boss monstre utilise sa barrière pour la bloquer, mais cette fois elle se brise. Cela amène Rei à toucher le boss et à voler sa compétence de barrière de mana. Il frappe ensuite le boss, ce qui l'amène à voler la force d'amélioration corporelle du boss. Maintenant, le monstre se sent faible. Rei attaque avec sa technique de lance de feu, qui brûle le démon crâne en rien. Des restes du démon crâne, il ne reste qu'une pierre de mana verte. Avec la défaite du boss, Rei monte encore plus de niveau. Il revoit que la synthèse de compétences lui permet de combiner des compétences pour créer une compétence encore plus puissante. Il saisit la pierre de mana verte et s'assoit pour se reposer. Une fenêtre de notification apparaît alors soudainement pour l'informer qu'il a atteint suffisamment de niveau pour augmenter le nombre de compétences qu'il peut utiliser en même temps. De seulement 3 compétences auparavant, il peut maintenant en utiliser 5. Il retourne à l'association des mages où Hinata est stupéfaite d'apprendre qu'il a vaincu le démon crâne, ainsi qu'atteint le niveau 33 en seulement une journée. Elle lui dit que son niveau signifie qu'il est déjà éligible pour devenir un mage de rang B. Kai entend cela et apparaît pour dire à Hinata qu'il doit s'agir d'une sorte d'erreur. Son apparence rend Rei tendu.
Kai dit à Hinata qu'il ne peut pas être un mage de Ranbei parce que son frère n'a même pas une seule compétence. Hinata l'informe que Rei a en fait vaincu le bonnet rouge et le crâne de démon. Kai regarde Rei avec rage. Le fou active l'énergie qui améliore la force de son poing et frappe Rei. L'impact est comme une explosion qui submerge les spectateurs. Cependant, il s'avère que Rei l'a bloqué avec sa barrière. Il dit à Kai avec un ton sarcastique que son attaque est dangereuse. Kai sait maintenant que les rumeurs selon lesquelles Rei s'est réveillé sont vraies. Il avertit Rei de ne pas devenir trop arrogant juste parce qu'il peut maintenant utiliser certaines compétences. Avec un sourire espiègle, Kai le met au défi de faire un duel pour le tester. Hinata exhorte Kai à ne pas se battre, mais l'homme dit que c'est sa façon de voir si son frère est vraiment digne de devenir un mage de Ranbei. Il dit à Rei que s'il ne le fait pas, cela doit signifier que son éligibilité au Ranbei est en fait un mensonge. Rei y réfléchit et déclare qu'il le fera. Sa confiance agace Kai. Les deux frères se dirigent vers l'arène où ils se regardent de l'autre côté de la pièce. Rei pense qu'il ne devrait pas baisser sa garde car il ne peut faire que 3 compétences combinées au niveau 30, tandis que Kai peut faire 5 compétences à la fois à son niveau 50. Cela l'a rendu réticent à l'affronter de front. Rei invoque une aiguille de glace. Kai répond en invoquant 4 boules de feu. Rei lance sa lance de glace, qui est rencontrée par les boules de feu. Les éléments explosent lorsqu'ils se touchent. Rei utilise la fumée comme couverture, et lorsqu'elle se dissipe, il est déjà sur le point de frapper Kai. Kai est choqué de voir son frère être amélioré par une compétence jaune. Rei déduit que Kai a actuellement assez de mana pour ne faire qu'une seule attaque. Rei active la synthèse de compétences et invoque une lance de feu. Kai est à nouveau choqué de le voir utiliser 3 couleurs de compétences à la fois. L'homme sourit toujours avec confiance et active une boule de feu pour bloquer la charge de Rei. Cela repousse Rei de quelques mètres. Rei est choqué que la compétence de base de boule de feu de son adversaire suffise à submerger sa lance de feu synthétisée. Kai lui dit qu'il est à un niveau différent par rapport à lui. Kai tire une rafale de boules de feu, que Rei esquive. Rei lance ensuite à nouveau une lance de feu. Kai contre avec une boule de feu, qui détruit la lance. Rei utilise ensuite une barrière pour se protéger de la boule de feu, mais la barrière se brise et l'explosion le renvoie en arrière. Kai lui dit que s'il baisse la tête maintenant, il lui pardonnera. Il exige qu'il dise qu'il est désolé de s'être laissé emporter. Rei se rend compte qu'il ne peut pas gagner et qu'il vaut mieux abandonner. Il chasse cette pensée et déclare qu'il ne s'inclinera plus jamais devant lui. Kai annonce qu'il n'a pas d'autre choix que de le laisser mourir. Il active la compétence appelée Overclock, qui invoque un gigantesque emblème de lumière si brillant qu'il submerge la pièce. Grâce à cette compétence, Kai invoque 10 boules de feu à la fois. Rei voit qu'Overclock est la compétence qui rend son frère le plus fort. Il le voit comme le roi qui peut utiliser plus de mana que les autres rois. Malgré ce désavantage apparent, Rei déclare qu'il attendait que son adversaire utilise Overclock. Rei court vers Kai sans peur. Il se souvient que seul Kai peut utiliser 10 attaques consécutives à la fois en sautant dans les airs. Kai le traite de fou car il ne peut pas esquiver en plein air et lance ensuite les 10 boules de feu sur lui. Rei voit les boules de feu arriver et utilise une main de mana pour agripper le sol. Kai est surpris qu'il puisse utiliser une autre compétence. En agrippant le sol, Rei s'éloigne des boules de feu. Cela le rapproche aussi de Kai pendant qu'il est encore en temps de recharge après l'attaque. Il lui donne un coup de poing en plein visage alors qu'il est encore complètement sans défense. Le coup de poing est si fort que Kai est projeté en arrière. Grâce à ce coup, Rei a réussi à voler sa compétence Overclock. Il pense avoir gagné maintenant que Kai n'a plus de coup ultime. Kai se relève et est plus en colère que jamais. L'homme invoque la lance démoniaque avec son élément violet. Rei la craint, car il sait que c'est la compétence la plus puissante du violet. La lance démoniaque est lancée sur Rei. Il l'évite, mais la vitesse de l'attaque est intimidante. Kai invoque 2 autres lances démoniaques. Rei voit maintenant que le roi violet est sérieux. Il évite les lances, mais il est acculé contre un mur. Rei lance une lance de feu tandis que Kai contre-attaque avec sa lance démoniaque. Lance. Les lances explosent en se rencontrant, mais Rei est assez proche pour ressentir davantage l'explosion. Cela le conduit à être repoussé et le mur derrière lui se brise. Il est blessé et épuisé. Kai déclare qu'il est le plus fort et qu'il a été présomptueux de penser qu'il pouvait l'affronter. Rei reconnaît qu'il n'est pas de taille pour le moment, mais n'abandonne pas car il voit le potentiel de la compétence violette qu'il a volée. Il active l'Overclock. Kai est surpris qu'il puisse l'utiliser. Rei sent sa capacité de mana doubler. La fenêtre de notification l'informe que, comme sa capacité de mana a augmenté, il a débloqué la synthèse de compétences du noir. Rei sourit car il a trouvé son atout gagnant. Il combine le rouge, le bleu et le jaune pour une synthèse de compétences, ce qui, il le sait, n'a jamais été fait auparavant. Le mélange se transforme ensuite en une énergie noire dans la paume de sa main. Kai est choqué de le voir débloquer le mana noir. Pendant ce temps, Rei se souvient de la façon dont tout le monde lui disait qu'il n'était adapté à aucune des 3 couleurs. Il se dit qu'ils avaient tous tort et déclare qu'il est le mage noir. Choqué par la couleur inconnue du mana, Kai lance des lances noires pour éloigner son frère. Elles se sont dirigées droit vers le visage de Rei, mais il les a affrontées sans crainte. Une concentration absolue glaçant ses yeux, il les brûle avec ses flammes et se précipite en avant. Cela semblait être un exploit impossible,
mais le mage autrefois incolore traversait maintenant les sorts du roi violet. Ils conjurent tous les deux des attaques puissantes, mais Kai est déconcerté car les flammes de l'abîme consument complètement ces énormes terres. Cela frappe son corps directement et le soumet à une explosion douloureuse. C'est ainsi que la bataille est terminée. Alors que la fumée se dissipe, Rei à l'aide d'épuisement et regarde son frère, qui est tombé inconscient à cause de tous les dégâts. Il tombe également à genoux, ayant du mal à croire ce qu'il vient d'accomplir. Le système est apparu devant son visage, et il montre qu'il a réussi à synthétiser la compétence noire jamais vue auparavant, Abyss Flamme. Hinata a franchi les portes de la salle d'entraînement et a demandé précipitamment si le jeune homme allait bien. Il lui fait un sourire penaud et dit qu'il allait bien. Interrogé sur la compétence qu'il vient d'utiliser, il accepte qu'il ne peut pas continuer à la cacher dans cette situation. Avec cela, elle a un aperçu de son pouvoir et on lui dit qu'il semble s'agir de mana noire. Les yeux du membre de l'association se sont ouverts d'émerveillement et de choc en voyant l'émergence du tout premier mage noir. Rei demande immédiatement s'il est tenu de le signaler et préférerait garder les choses secrètes. Elle n'avait certainement pas l'intention de le forcer à se révéler, mais dit qu'il pourrait manquer une opportunité en le faisant. Le mage le plus puissant de chaque couleur reçoit le titre de roi, tout comme Kai. Pour faire simple, il est le seul à porter une telle couleur dans le monde, ce qui signifie qu'il recevrait instantanément le titre ainsi que toute sa gloire. Contrairement aux autres, cette pensée le fait hésiter. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut pour le moment, d'autant plus que son niveau est encore relativement bas. Passant à autre chose, il se tourne vers son frère inconscient et demande s'il va bien. Hinata lui assure que de telles blessures ne tueront pas un roi, mais prend les dispositions nécessaires pour l'emmener dans une salle médicale malgré tout. Juste à ce moment-là, la terre a tremblé et leur mot mobile avec une alerte importante. Les yeux de Rei s'écarquillèrent de terreur alors que le message qu'il attendait arriva enfin. Les deux mages ont lu l'annonce concernant l'émergence du donjon d'Ekibukuro, qui abrite le dieu du temps et de l'espace. Son niveau recommandé est de 70, mais la plupart des rois jouent actuellement au 50e niveau. Selon son ancien futur, il réalise à quel point ils sont impuissants au cours de la première semaine. En conséquence, le donjon a été abandonné et laissé à accumuler du pouvoir. Malheureusement, c'était le point de départ de la tragédie qui a anéanti l'humanité. À l'époque, le concept d'un effondrement de donjon était encore inconnu, mais ne pas réussir à conquérir un donjon à temps entraînerait des fuites de monstres. Ekibokoro a été le premier à avoir une telle épidémie. La ville de Tokyo a été submergée de monstres en quelques jours et d'innombrables personnes ont perdu la vie. Ne voulant pas qu'une telle tragédie se reproduise, Rei décide d'arrêter l'effondrement quoi qu'il arrive. Il dit à Hinata qu'il a l'intention de conquérir le donjon, mais même si c'est quelqu'un d'aussi fort que lui, c'est encore trop dangereux. De plus, seuls les mages de rang A sont autorisés dans les donjons avec une recommandation de 50 et plus. Il lui reste encore du temps avant le début de la fin, il doit donc devenir assez fort avant. Il confirme que le prochain examen de promotion de rang A est la semaine prochaine et annonce qu'il va augmenter son rang pendant cette période. Hinata n'arrivait pas à croire cette affirmation confiante qui frôlait l'arrogance. Mais si c'était Rei, alors réussir l'examen serait vraiment possible. Cela dit, il y avait toujours un problème. Pour participer à l'examen, il faut d'abord nettoyer un donjon de rang B avec un groupe. En d'autres termes, il a une semaine pour former un groupe et conquérir le donjon. Il l'a complètement oublié et est devenu maussade en consultant ses messages. Tout le monde se souvient encore de lui comme du mage faible et incolore. En tant que tel, les gens autour de lui se moquaient et l'évitaient complètement. Obtenir cette promotion de rang était une nécessité absolue, mais nettoyer seul un donjon de haut niveau était trop difficile. Il soupire et tire sur ses cheveux, ne sachant pas quoi faire. Juste à ce moment-là, il entend des reproches venant de près. Une femme nommée Jama regardait un membre du groupe en lui disant qu'elle allait la faire travailler. Intrigué, Rei entend parler de laisser une fille rejoindre le groupe parce qu'elle manie deux couleurs, mais que sa compétence est très faible. Une femme familière s'excuse sans objection. Ce n'est pas un joli spectacle pour le jeune homme, qui a également passé la majeure partie de sa vie à être traité comme un poids mort. Le chef du groupe appelle Aya et dit qu'elle continue de les freiner. Le nom fait se retourner et instantanément il reconnaît la femme de son ancien futur. Elle allait être connue sous le nom de Roi Écarlate, maître de la magie jaune. Cependant, elle est toujours une mage incompétente à cette époque. À tel point qu'elle est traitée comme un déchet par ses propres coéquipiers. Aya tremble, inquiète car elle ne peut pas payer les factures médicales de sa sœur si elle est renvoyée. Avec une expression désespérée, elle promet de faire mieux la prochaine fois. Profitant d'elle, Yama ordonne à la fille de prouver sa détermination lors de leur raid plus tard. Avec son hochement de tête, le groupe avance et Rei ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. En rentrant chez lui plus tard ce jour-là, il pense à Aya qui ne deviendra un roi que plusieurs années plus tard. Avant d'atteindre ce point, elle devra vivre plusieurs épreuves. Et il se souvient même d'un incident où elle est restée dans le coma pendant des années après avoir combattu un boss. Il se fige, frappé par la réalisation que l'incident même pourrait arriver ce jour-là. Bien qu'il ne puisse pas en être sûr, il était évident qu'elle n'allait pas bien plus tôt. Avec cela, il se précipite pour la sauver en hâte. Pendant ce temps, Yama et son groupe ont atteint la salle du boss du donjon.
Un chevalier spectral nommé Dula tenait bon, brandissant une énorme épée et une armure épaisse. Le chef a alors souri sournoisement, ayant une idée. Elle pousse soudainement EYA en avant et dit à la pauvre fille de combattre le boss seule. C'était un ordre impensable, car combattre ensemble était déjà un défi en soi. Cependant, ils ont menacé de la renvoyer si elle refusait de le faire. On dit à la mage de faire de son mieux. Après tout, elle fait tout cela pour sa petite sœur à l'hôpital. Se souvenant de la raison pour laquelle elle fait tout cela, Aya accepte l'ordre et se retourne. Ils ricanèrent en regardant ses faibles mains trembler. En les mettant ensemble, elle invoque une boule de feu et la lance sur le boss. Il est englouti dans ses flammes mais ne bouge même pas d'un pouce, et ne montre aucun signe de dommage. Ayant complètement annulé son attaque, Dula a bondi dans les airs, levant sa lame haute pour frapper. Le boss enfonce son épée dans le sol, et elle parvient à peine à esquiver. Envoyée voler par l'onde de choc, Aya a du mal à se relever immédiatement et trouve l'ennemi debout au-dessus d'elle avant même qu'elle ne puisse se rétablir. Le voyant lever sa lame pour la tuer, elle ferme les yeux de terreur, confirmant une dernière fois à quel point elle était inutile. Juste à ce moment-là, ils entendent une voix forte activer l'amélioration extrême du corps. Rei était arrivé juste à temps pour la sauver et bloquer l'épée lourde du boss avec la sienne. Ils ont regardé avec émerveillement alors qu'il laissait échapper un fort cri de guerre, rassemblant son pouvoir. Le jeune homme frappe le chevalier et l'envoie s'écraser au sol. Brisant leur choc, il se retourne vers Aya et lui demande si elle va bien. Yama et son groupe ont regardé Rei en se demandant qui était cet invité non invité. Dula est un type de monstre portant un poids colossal, mais il vient de le faire exploser avec un seul coup de son épée. Alors qu'il commençait à se demander ce qu'il était, le boss s'est relevé et a rugi de colère. Bien que l'attaque l'ait envoyé s'écraser, il est tout à fait naturel d'avoir besoin de plus pour le vaincre. Son armure est renforcée, donc les attaques normales ne passeront pas si facilement. Rei charge avec le plan le plus efficace qu'il est. Dula balance son épée lourde, mais le jeune homme saute par-dessus, avec l'intention de voler sa compétence et de l'annuler. Sautant haut dans le ciel, il active sa capacité de drainage et touche la poitrine de la cible. Cependant, cela ne fonctionne pas comme prévu et il ne parvient à rien obtenir. Le boss balance et le renvoie à bonne distance. Il allait bien, bloquant heureusement la frappe avec son épée à temps. Sa tentative ratée était facilement compréhensible. L'armure de Dula n'est qu'une partie externe de lui, ils doivent donc toucher son corps principal assis à l'intérieur. En représailles, le boss balance son épée et l'enfonce dans le sol, envoyant une vague de mana puissante sur eux. Rei se place entre l'attaque et Aya, et invoque une barrière magique pour bloquer le sort. Comme le bouclier était concentré sur eux deux, l'onde de choc a fait voler les membres du groupe de la fille. Yama parvient à tenir bon avec difficulté, et elle essaie de se défendre en invoquant une lance de glace. Lancée sur l'ennemi, elle traverse la pièce à une vitesse incroyable, mais Dula la rencontre et la brise à mi-chemin avec un autre coup. Son pouvoir brise sa glace et atteint la mage, la forçant à s'écraser contre le mur à proximité. Aucune de leurs attaques n'atteignait correctement. Il est donc temps pour Rei de faire quelque chose contre cet ennemi redoutable. Pour percer son armure renforcée, le jeune homme synthétise 3 éléments et lance le feu d'abysse. La bouche d'Aya s'ouvre sous le choc lorsqu'elle voit du mana noir pour la première fois. La boule de feu grossit lentement. Pendant ce temps, Dula a continué son assaut et a lancé une autre attaque sur les humains. Cette fois, c'était au tour de Rei de le maîtriser complètement et de dévorer son sort avec le sien. La flamme de l'abîme a jailli vers l'avant. Avec un mélange de confiance et d'ignorance, le boss resta sur ses positions et reçut un coup direct de la magie noire. À sa grande surprise, elle consuma complètement son corps, et Dula rugit tandis que la pièce s'embrasait d'une puissance jamais vue auparavant. Assez tôt, tout son corps fut incinéré, et il ne resta qu'un morceau de cristal vert du boss du donjon. Aya le regarda avec étonnement, incapable de croire qu'il avait terrassé une chose aussi puissante d'un seul coup. Reprenant ses esprits, elle l'appelle et remercie le jeune homme de l'avoir sauvé. Il a pu obtenir le précieux cristal de mana et même sauver la personne qui deviendra un roi dans le futur. Pendant ce temps, Yama se releva des décombres, serrant les dents et se demandant ce qui se passait. En étudiant la situation, elle confirme que l'intrus était en fait extrêmement fort. Cela dit, ses yeux étaient toujours rivés sur la récompense de la salle du boss qui valait des millions. Courageusement et audacieusement, elle leur cria dessus, exigeant qu'on lui donne la pierre de mana car ils sont techniquement responsables de la conquête du donjon. Aya n'arrivait pas à croire qu'elle agissait de la sorte avec la personne qui venait de les sauver. Heureusement, Rei ne voit pas d'inconvénient à lui donner la récompense qu'il a entre les mains. En échange, elle veut qu'Aya quitte leur groupe et rejoigne le sien. Tout le monde est stupéfait par cette offre inattendue et impensable. Cela dit, il ne le fera que si elle veut aussi lui prendre la main. Yama glousse avec ses amis, trouvant sa demande absolument ridicule. Elle exauce son souhait sans aucune objection et tient la pôle d'Aya d'une manière menaçante pour lui demander si elle est d'accord. Elle hésite un instant, mais ravale tout et se place sous ses soins. Le chef du groupe arrache la pierre de mana immédiatement, ravi d'avoir vendu le poids mort de son équipe à un prix aussi élevé. D'un autre côté, Rei la regarde fixement, certain qu'aucune de leurs notions à son sujet n'est correcte. Il s'excuse ensuite auprès d'Aya de l'avoir fait quitter son groupe aussi soudainement.
La pauvre fille baisse les yeux d'un air maussade, sûr qu'elle ne fera que le freiner. Sans s'en soucier, il dit que tout ira bien, et qu'elle deviendra bientôt encore plus forte que ceux qui l'ont abandonnée. En apprenant qu'elle va devenir plus forte, l'esprit d'Aya est rempli de doutes, mais rehoche la tête comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Avant de venir ici, il l'a vue à l'association et a surpris leur conversation. Elle baisse les yeux, se souvenant de ce moment embarrassant et vulnérable. Il s'excuse d'en avoir été témoin, mais propose de la soutenir d'une manière ou d'une autre. Voyant sa main tendue, la pauvre fille ne peut s'empêcher d'hésiter un instant, mais finit par se décider à accepter sa main et son offre. À sa grande joie, elle se place sous ses soins, et ils se serrent formellement la main pour commencer leur partenariat. Le lendemain, le duo se dirige directement vers un donjon de rang B. En s'étirant les membres, ils se préparent à le conquérir pour l'examen de promotion de rang A. De plus, il y a un élément clé à l'intérieur qui servira de catalyseur à la croissance d'Aya. Cette pensée fait battre son cœur. Une fois qu'elle sera devenue plus forte et qu'elle aura élevé son rang, elle finira par gagner assez pour payer leurs factures médicales. Avec cela, ils font un autre pas vers leurs propres objectifs. La porte clignote et les deux sont transportés à l'intérieur d'une zone ressemblant à une grotte. Aya commence immédiatement à paniquer en voyant quelque chose. Pointant du doigt, elle demande à Ré de regarder devant lui alors que des loups noirs grognants rôdaient et s'approchaient avec des regards menaçants. S'avançant, il lui dit de lui laisser faire pour l'instant et active son amélioration corporelle extrême. Il se précipite pour en éliminer quelques-uns immédiatement, mais passe devant pour éliminer un autre groupe en un instant. Pendant ce temps, Aya se contente de regarder, la bouche ouverte sous le choc. Yama et son groupe étaient indéniablement forts à leur manière, mais l'homme devant elle était d'un niveau complètement différent et ne pouvait être comparé. Après avoir marché plus profondément pendant un certain temps, ils ont finalement atteint leur destination cible. Ré va la soutenir pendant qu'elle se déplace conformément à leur plan. Bien qu'elle ait des doutes, elle s'avance quand même pour relever le défi. Le plan était de vaincre autant de monstres que possible afin d'augmenter son niveau de la manière la plus efficace. En premier lieu, elle ne peut utiliser que des sorts d'attaque simples comme la boule de feu. Cela dit, elle doit quand même faire de son mieux. Elle lance ses sorts et leur tire des flammes dessus. Alors qu'Aya subissait son petit test, Ré observa et se demanda si elle allait réaliser sa propre arme. Malheureusement, son spectacle est interrompu car il sent quelqu'un s'approcher par derrière. Il s'attendait déjà à les voir, mais n'a pas l'intention de les laisser perturber son entraînement. Juste à ce moment-là, l'un des plus petits ennemis se faufile derrière la jeune fille sans méfiance. Il a attaqué et a réussi à la blesser au bras. Peu importe le nombre qu'elle en vint, il continue de venir et de l'attaquer. Elle allait et pantoufle, sachant qu'elle va manquer de mana si cela continue. Des bruits de métal qui s'entrechoquent atteignent ses oreilles, et elle se tourne pour voir et combattre des ennemis derrière elle. Il était occupé, les abattant tous seuls et essayant de faciliter sa propre bataille. Voyant cela, elle avale toutes ses plaintes. Pour être à la hauteur de ses attentes et de ses sentiments, elle continue à lancer des vagues de boules de feu et commence à gagner progressivement des niveaux point par point. À sa grande surprise, le mana qui était sur le point de s'épuiser a soudainement commencé à se reconstituer. Ses réserves semblaient pleines et prêtes pour la bataille. Suivant le plan de Ré, Aya commence à se rendre compte que sa force réside dans les longues batailles, en particulier parce que sa plus grande arme est son immense réserve de mana. Une fenêtre jaune clignota à côté d'elle, et le jeune homme sourit de loin alors qu'elle regardait ce qui se passait. Le système l'informe qu'elle a débloqué la compétence de haut fourneau. Ayant atteint leur objectif initial, ils se dirigent vers la salle du boss et affrontent l'énorme boss Slim. Ré fait le premier pas et se précipite immédiatement. Les yeux rivés sur sa cible, il ordonne à Aya d'utiliser la compétence qu'elle vient d'obtenir. Faisant ce qu'on lui dit, elle active le haut fourneau et est engloutie dans un brasier de ses propres flammes. Elle regarde autour d'elle avec surprise, incapable de comprendre la puissance qui vient d'émerger de son propre corps. Était-ce vraiment son pouvoir? C'est une compétence qui augmente la puissance de feu de sa compétence au détriment d'un coût de mana élevé. Bien qu'il s'agisse d'un inconvénient pour les autres, il correspond parfaitement à ses capacités. Dynamisée par le four, elle tire à nouveau une boule de feu, mais c'est maintenant plutôt un lance-flamme. Ré sourit en la voyant dépasser toutes ses attentes. Son énorme réserve de mana combinée à cette compétence sera la combinaison qui lui permettra de devenir la célèbre Roi Écarlate. La bataille se termine avec son attaque, et il la félicite pour son travail bien fait. Aya ne peut s'empêcher de sourire également, tout aussi surprise par ses propres capacités. Tout cela grâce à lui, et elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans son aide. Avec le donjon de rang B conquis, ils ont rempli la condition pour participer à l'examen de promotion. Il ne restait plus qu'à réussir et atteindre un rang quoi qu'il arrive. Le jour de l'examen de promotion au rang A arrive, leurs capacités de combat seront mesurées en premier, puis ils seront jumelés pour des simulations de combat. Les partenaires se tenaient là avec des regards déterminés alors que le moment de vérité arrivait. Ré devait réussir l'examen et devenir un mage de rang A quoi qu'il arrive. Avec le vrai test juste devant leurs yeux, il ne restait plus qu'à faire de leur mieux. Alors qu'ils parlent du premier test pour leur capacité de combat, une voix familière retentit, disant qu'elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un d'incompétent ici.
Yama était là avec ses larbins, regardant de manière insultante comme d'habitude. Aya se fige en voyant son ancien chef. Alors Rei se place entre les deux et dit qu'elle ne perdra pas contre des gens lâches comme eux. Fronçant les sourcils, elle leur dit de faire les durs tant qu'ils le peuvent encore. Après tout, elle a un nouveau membre dans son groupe que personne ne pourrait battre. Une femme aux cheveux bleus glaciés et à l'expression tout aussi glaciale s'avança. Rei reconnaît immédiatement son nom, Yuri. Dans sa vie précédente, c'était le nom de quelqu'un qui a conquis en solo un donjon de haut niveau sur un coup de tête. Après cet exploit, elle est devenue célèbre dans leur monde. À cette époque, sa capacité est probablement déjà celle d'un rang A. La jeune fille s'approcha soudainement et, avec des yeux observateurs, leva les yeux en le jugeant comme une personne intéressante. Voyant son expression, Aya l'appelle par son nom et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est au tour de Yuri de reconnaître son nom et de deviner son identité. La nouvelle s'est répandue que le roi violet a été vaincu par quelqu'un récemment et elle en déduit correctement que le jeune homme en est responsable. Alors que sa partenaire est surprise par la nouvelle, Rei accepte simplement qu'elle en sache autant. Néanmoins, la jeune fille se détourne en disant nonchalamment qu'il ne peut de toute façon pas la battre. Compte tenu des rumeurs concernant Kai, il est presque certain qu'il ne peut pas être comparé à elle. Le jeune homme ne peut que sourire face à sa confiance. Sur le site d'examen, les candidats se voient montrer un golem artificiel. Il est recouvert de matériaux extrêmement durs, et tout ce qu'ils ont à faire est de l'attaquer aussi fort qu'ils le peuvent. Appelé en tant que premier candidat, Rei invoque une boule de feu au-dessus de ses paumes. Les autres se moquent de lui, trouvant stupide qu'il tente de frapper un golem de métal avec du feu. Cela dit, il sait pertinemment que les flammes normales ne perceront pas l'armure. Se précipitant en avant et esquivant l'attaque de la cible, il commence également à invoquer de la magie bleue dans ses bras. Les deux éléments se synthétisent avec une vitesse et une efficacité impressionnantes, lui permettant de lancer une lance de feu sur la tête du golem en un instant. Assez tôt, la fumée se dissipe pour révéler le trou qui a été percé à travers sa tête. Le surveillant confirme la destruction réussie de la cible, et tout le monde tombe finalement sous le choc en réalisant ce dont ils viennent d'être témoins. Pendant ce temps, Yuri a juste souri, impressionné par sa sagesse de renforcer le feu avec du mana bleu. C'est au tour de YK plus tard, et elle doit tenir un cristal pour mesurer sa réserve de mana globale. Yama regardait de près, disant qu'elle devrait avoir honte d'elle-même. Cependant, leur arrogance est rapidement remplacée par un désarroi, et ils ont vu la jeune fille engloutie dans un torrent flamboyant de mana pur. Refusant d'y croire, elle dit qu'elle doit tricher d'une manière ou d'une autre. Enfin, le moment des simulations de combat est venu. Aya et Yama sont appelés en premier et se font face dans l'arène. Alors que l'une se calmait, l'autre était pleine d'émotion et déterminée à prouver qu'elle mentait. Dès que le match commence, plusieurs aiguilles de glace sont lancées, mais Aya les brise et les fait fondre facilement avec une seule boule de flamme. Yama est stupéfaite, ne s'attendant pas à ce que son ancienne membre possède un tel sort dans son arsenal. Tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder avec confusion, mais son adversaire n'était pas du genre à perdre du temps pendant leur duel. Bien que plus petite et plus faible que le premier sort, de multiples boules de feu ont volé en avant. Ne voulant pas rendre la tâche aussi facile, elle invoque une barrière de mana pour bloquer les attaques. Trouvant cela idiot, Yama prévoit d'attendre que son adversaire termine son barrage puis de contre-attaquer. Cependant, la couleur de son visage commence progressivement à disparaître. Le barrage continuait d'arriver et il n'y avait aucun signe d'arrêt prochain. Une fois que YK, qui a une immense réserve de mana, commence à attaquer, une simple barrière magique ne suffira pas à la tenir à distance. C'est une leçon que Yama doit apprendre à la dure. Son bouclier se brise assez tôt et elle est forcée de fuir la pluie de feu. Malheureusement, l'explosion brise le pavé et un bloc de ciment lui frappe la tête. Refusant toujours de croire à quel point son ancien membre est fort, Yama perd conscience et tombe. L'arbitre lève la main et déclare Aya vainqueur. C'est encore trop beau pour être vrai, mais Rei la félicite juste pour la bataille impressionnante. Alors qu'elle lui souhaite bonne chance pour son propre duel, son adversaire s'approche avec un sourire subtil. Rei et Yuri sont appelés pour leur match. Les deux mages qualifiés s'affrontent lors de la dernière simulation de combat des examens, et il ne faisait aucun doute que ce serait un combat intéressant. Soudain, Yuri demande la raison pour laquelle il passe l'examen. Après tout, on a l'impression qu'il est beaucoup plus préparé que n'importe lequel des autres participants. Rei dit qu'il y a quelque chose qu'il doit accomplir quoi qu'il arrive, c'est pourquoi il ne peut pas simplement s'arrêter là. Après avoir réfléchi un instant à sa détermination, elle sourit avec condescendance et soutient qu'elle pourrait être trop forte pour lui. La jeune fille déborde de mana, et il sait à quel point elle est puissante, mais il a toujours l'intention de gagner. Il gagne la reconnaissance de l'autre avant même que le match ne commence. Enfin, l'arbitre baisse sa main. Yuri fait le premier pas et conjure des poignards de magie. Elle les lance sur lui tous en même temps, mais il les dévie facilement avec son arme. C'est la conversion de mana, une compétence rare qui permet à l'utilisateur de manipuler son mana librement. Remarquant un éclair d'en haut, le corps de Rei réagit immédiatement, et il parvient à esquiver une énorme lame de mana pure. Il est félicité pour avoir si bien bougé, et il se précipite immédiatement pour lancer une contre-attaque.
Cela ne se fera pas si facilement car elle a tiré plusieurs rafales dans sa direction, mais il avance et les bloque avec une barrière de mana. À sa surprise, il est capable de combler l'écart entre eux en un instant. Son coup est évité alors qu'elle saute, mais il s'y est préparé et a déjà préparé son prochain sort. Il tire une lance de feu alors qu'elle est encore en l'air. Bien que la puissance soit aussi destructrice que prévu, elle ne parvient pas à percer sa barrière de mana épaisse. La bloquant complètement, elle descend en toute sécurité de cet appel rapproché. En plus d'être aussi forte que prévu, ses défenses sont également remarquablement solides. Le public commence à retenir son souffle alors que Yuri passe à son prochain sort. Elle matérialise son mana en forme de tentacule et commence à le fouetter pendant qu'il manœuvre désespérément autour d'eux. Ça devient vraiment problématique et il ne peut pas gagner s'il continue à courir partout à la hâte. Alors qu'il était sur le point d'être acculé et touché par tout le mana, une lueur jaune vif enveloppa son corps. Avec l'amélioration corporelle, il les traverse tous sans être touché une seule fois. Au lieu d'être terrifiée par la vue, elle sourit en réalisant le pouvoir qu'il détient. C'est la première fois qu'elle voit quelqu'un manier 3 couleurs de mana, mais malheureusement pour lui, elle est également capable d'utiliser l'amélioration corporelle. Travaillant sa magie ensemble, elle conjure un côté menaçant de mana pur. Avec l'amélioration, elle disparaît de son emplacement avec une vitesse surprenante. Bien qu'elle trouve son angle mort, Rei réagit instinctivement et se tourne pour parer son coup. Il est stupéfait de voir à quel point elle est devenue rapide et agile, mais ce n'est pas quelque chose qu'il ne peut pas suivre. Cela dit, même sa puissance actuelle commence à le prendre au dépourvu. Dans ce cas, il était temps pour lui d'utiliser son arme secrète et de lui tenir la main pour drainer ses pouvoirs. Elle se moque de la tentative, ne comprenant pas ce qui s'est passé, mais la réalité la frappe lorsqu'elle essaie en vain de lever son arme. Son amélioration corporelle a été volée. Sentant sa force s'échapper, les défenses serrées de Yuri s'effondrent complètement. Rei ne perd pas de temps et la frappe au ventre pour lui couper le souffle, cachant sa meilleure compétence jusqu'à la fin à porter ses fruits, et elle tombe au sol inconsciente. L'arbitre annonce sa victoire. Yuri se réveilla et ouvrit lentement les yeux bien plus tard. À sa surprise, elle voit son ancien adversaire et son partenaire l'accueillir avec un sourire. Elle accepte sa défaite de tout cœur, admettant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort. Cela dit, il ne doit pas être venu lui rendre visite juste pour se vanter de sa promotion. Remplissant ses mots de sincérité, Rei lui demande carrément de rejoindre leur groupe. Sa bouche s'ouvrit, prise au dépourvu par l'invitation soudaine. Elle a également été promue au rang A, et ils ont besoin de son aide pour conquérir un donjon de haut niveau. Déterminé à la recruter, il continue à prononcer un discours convaincant, mais Yuri éclate de rire, sans même le laisser finir. Convaincue de son intérêt, elle accepte son offre, sachant que le suivre sera beaucoup plus amusant que de faire autre chose. Comme Aya, elle se place sous sa protection, et il se serre la main pour finaliser le partenariat. Juste à ce moment-là, la terre trembla assez fort pour les faire tomber. Rei avait une idée de ce qui se passait et se tourna rapidement pour regarder par la fenêtre. Il s'y attendait, mais redoutait toujours le moment. Au plus profond du donjon d'Ekibukuro, Chrono souriait toujours enchaîné, mais plus pour longtemps. Le tremblement de terre s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé, mais l'esprit de Rei se met immédiatement au travail. Dans son monde précédent, c'étaient des signes avant-coureurs de l'effondrement du donjon. En d'autres termes, ils approchaient de la date limite pour conquérir Ekibukuro. Une difficulté de son niveau et du jamais vu à cette époque, il n'a donc pas d'autre choix que de sauver le monde lui-même. En tant que tel, il s'adresse aux membres de son groupe avec un sujet sérieux. EYA s'exclame de surprise, ne s'attendant pas à ce qu'on lui dise qu'ils vont vaincre le donjon le plus difficile de la péninsule japonaise avec seulement les 3 dans le groupe. Aussi perspicace que toujours, Yuri demande s'il suggère cela à cause du tremblement de terre de tout à l'heure. Il exprime son malaise, en particulier avec les rapports sur l'apparition de monstres irréguliers. Pour lui, c'est comme si tout était un prélude inquiétant à une tragédie, sans peur et seulement préoccupé par le plaisir que ce sera, la nouvelle recrue accepte. Aya le fait aussi, promettant de ne pas être un fardeau pour eux deux. Avec cela, Rei remercie les membres de son groupe et il se prépare à partir immédiatement. Il rencontre Hinatato le lendemain matin et soumettent les documents pour conquérir le donjon d'Ekibukuro. Dépassant la surprise, le groupe se retrouve bientôt juste à l'entrée. C'est le défi le plus difficile, recommandé uniquement aux mages de niveau 70 et plus. Les chances seraient meilleures avec plus de monde, mais aucun des autres rangs n'est disponible. Rei soupire, pensant à quel point ce serait bien d'avoir quelqu'un nommé Haru là-bas. Avant sa régression, il était connu comme le meilleur classeur du Japon et serait un atout considérable. Quoi qu'il en soit, si l'effondrement du donjon devait se reproduire, le chaos s'ensuivra et Chrono apparaîtra comme la dernière fois. Il doit empêcher que cela ne se produise et pour ce faire, il fait appel à ses amis pour l'aider. Avant de bouger, Yuri lève la main avec une faveur à demander. Elle demande qu'il s'adresse à elle de manière informelle à l'avenir, car utiliser son nom de famille semble trop artificiel. Aya partage ses sentiments et dit qu'ils sont déjà amis de toute façon. Avec un sourire chaleureux, il accepte et acquiesce. S'accrochant à leur nouveau lien, ils font leur premier pas pour conquérir le donjon. En passant les portes,
ils sont immédiatement accueillis par une grotte rouge étrange. De ces murs, un monstre démoniaque s'avança. Le démon crâne de niveau 71 tourna la tête vers eux. Ce serait un boss dans d'autres donjons, mais il apparaît si naturellement juste à l'entrée de celui-ci. Impassibles, les trois activent leur magie et se préparent à se battre. Ensemble, ils chargent l'ennemi, qui a déjà sa barrière magique levée. La première chose à faire est de détruire ce bouclier. Ré tente le coup en lançant une lance de feu, mais un seul coup est loin d'être assez fort pour même la fissurer. Heureusement, il ne travaille plus seul, et ses deux puissants camarades sont capables d'assurer le suivi. La puissance combinée de 3 rangs a suffi à détruire la barrière et à donner au jeune homme une chance de percer avec sa lame. Juste comme ça, la pierre de mana tombe et ils réalisent leur premier kill en équipe. Alors qu'ils se félicitent mutuellement de leur mouvement, Yuri soulève une question qu'elle se pose depuis leur simulacre de bataille. On lui demande enfin comment il peut utiliser autant de compétences à la fois. Compte tenu de leur relation, il est suffisamment à l'aise pour partager la vérité sur son drain de compétences. Leur confusion est compréhensible, alors il explique comment il est capable de voler une compétence juste en touchant l'utilisateur. Cela explique exactement ce qui s'est passé lorsque Yuri a perdu son amélioration lors de leur match. Alors que les deux s'entendent sans problème, Aya observe avec perplexité, ne s'attendant pas à ce qu'il ait une compétence aussi puissante. Elle a été surprise quand il a parlé de conquérir le donjon, mais si serré, alors l'objectif pourrait ne pas être si exagéré après tout. Alors qu'il se précipite en avant, elle se rappelle de ne pas être un fardeau pour les membres de son groupe. Avec cela, ils avancent, combattant et tuant de puissants monstres sans relâche. Ce fut un voyage épuisant, mais ils atteignirent la salle du boss après un long moment. Sentant le grondement sur le sol, Aya s'inquiète de ne pas être encore assez forte. Ré lui assure que cela devrait être faisable, car ils ont même gagné des niveaux en cours de route. Cela est particulièrement vrai pour lui, et même Yuri s'habituait à se battre avec eux. Si elle va prendre du retard, alors elle devrait au moins faire de son mieux pour les soutenir. Juste à ce moment-là, quelque chose a jailli de la zone derrière elle. Ils réagissent et se retournent pour voir ce qui se passe, mais il est trop tard car un tentacule est déjà en train d'atteindre Aya. Il s'enroule étroitement autour de son corps et la soulève avant que ses camarades ne puissent arriver. Le boss de donjon de niveau 89, la faucheuse, se montre enfin complètement. Il devrait être impossible pour elle de sortir de la pièce la plus profonde à ce stade, mais elle était là. Voyant leur confusion, Chronos sourit depuis sa prison. Ils étaient dans une situation indéniablement critique, mais sauver Aya était quelque chose qu'ils devaient accomplir quoi qu'il arrive. Chronos regarde les humains et leur dit de devenir les premières victimes de la grande ouverture. Ils interpellent EYK et lui demandent si elle va bien. Elle lance instantanément une barrière de mana pour se protéger d'être écrasée, mais elle aura une limite même pour quelqu'un avec une réserve de mana comme la sienne. Ré ne peut pas non plus utiliser la flamme abyssale car elle pourrait être prise entre deux feux. Désespéré de la sauver, il se porte volontaire pour attirer l'attention du tentacule et ordonne à Yuri d'essayer d'atteindre Aya pendant tout ce temps. Ils foncent avec confiance comme ils l'ont toujours fait, mais un simple coup montre la puissance destructrice du boss et exige instantanément la prudence. Ré essaie d'être plus prudent cette fois, mais un tentacule jaillit de son angle mort. Ses camarades crient et essaient de l'avertir. Heureusement, il est capable de lancer une main de mana à temps et se met en sécurité juste avant d'être touché par l'ennemi. C'était certainement une situation critique, mais au moins il a servi son objectif et a fourni suffisamment de distraction pour Yuri. Elle a sauté, levant sa faux juste au-dessus des bras qui retenaient Aya captive. Cependant, balancer son arme de toutes ses forces n'a pas suffi, et elle ne parvient même pas à toucher la chair de l'ennemi. À leur surprise, il utilise un sort de renforcement et de barrière. Elle recule pour se regrouper pour l'instant. Aucun d'eux n'a encore été blessé, mais il y avait quelque chose d'extrêmement étrange dans cette rencontre. Les monstres tentaculaires ont normalement une très faible défense, et il n'a jamais entendu parler d'un monstre avec une compétence de barrière. De plus, il irait juste à l'extérieur de la salle du boss. Alors que la suspicion envahissait leurs esprits, Chrono sourit. Il n'y avait pas le temps de réfléchir, surtout avec les membres de l'ennemi qui les attaquaient. La paire fait de son mieux pour repousser les appendices. Pendant ce temps, Aya regardait d'en haut et a rapidement commencé à se blâmer pour tout. Depuis qu'ils se sont rencontrés, elle s'est toujours fiée à Ré, qui a toujours rendu ses batailles plus faciles. En tant que telle, elle s'est dit que tout irait bien avec lui là-bas. Le temps d'être passive était révolu, et elle devait faire quelque chose pour aider. Elle le sait, mais ne pouvait penser à aucun moyen d'aider. D'un autre côté, le halètement de Yuri s'est fait plus lourd, et elle savait que les choses allaient mal. Leur mana a été épuisé par les combats continus qu'ils ont menés. S'ils avaient été en parfait état, alors peut-être qu'il y avait une chance. Alors que cela lui traverse l'esprit, il a une idée d'utiliser une certaine compétence. Il appelle Aya et lui demande d'utiliser sa fusion de mana sur eux. Elle est surprise, d'autant plus qu'il s'agit d'une compétence très étiquetée comme inutile et inefficiente en mana. Il est vrai que la fusion de mana était autrefois considérée comme inutile même dans son ancien monde. Mais grâce à un certain mage, la valeur a été inversée. Aya était la personne qui l'a fait dans son ancienne vie. Maintenant,
elle était toujours piégée et inquiète de parier sur une compétence inutile qu'elle cachait. Mais si c'est Ray, alors peut-être qu'il pourrait gagner. Faisant ce qu'on lui dit, elle utilise la fusion de mana. Son aura ardente mais chaleureuse encercle ses amis, et ils pouvaient sentir leur mana se rétablir. La compétence permet à l'utilisateur de partager son mana, et en tant que tel ne fonctionnera qu'avec ceux qui ont une énorme réserve de mana. Aya regardait avec délice, heureuse de pouvoir aider et économiser son mana avec eux. Même avec les améliorations, leur puissance actuelle n'était toujours pas suffisante. En regardant de plus près, Aya réalise que c'est parce qu'elle consomme son énergie en maintenant la barrière levée. Remplie de détermination, elle libère soudainement le bouclier à quelques secondes avant qu'il ne vienne l'écraser à nouveau. Ray était rempli de crainte, réalisant que son ami avait désactivé la seule barrière de mana qui la protégeait. Comme prévu, les tentacules se sont immédiatement enroulés autour de son corps, l'étranglant et la comprimant. Libérant à peine sa bouche et son bras, elle tendit la main vers ses camarades et lança une fournaise. Sa puissance atteint ses cibles qui se sentent renforcées. La puissance de la fusion était augmentée avec la fournaise, mais sa décision était extrêmement risquée. Appelant faiblement leur nom, elle parvient à peine à rester à l'écart et à maintenir la compétence active. Finalement, son corps s'enfonce dans les tentacules. Tranquillement, les deux mages restants confirment leur prochain plan. Avec une vitesse et une puissance immenses, ils se précipitent en avant. Si Aya leur montre autant de détermination, alors Yuri ne peut s'empêcher de rendre l'appareil. Remerciant sa sincérité, il dépasse toute la chair dure et perce. Ray tranche à travers les tentacules de la faucheuse, remerciant Aya de les avoir aidés à restaurer leur mana et de leur avoir donné suffisamment de puissance pour percer les défenses de l'ennemi. Il dit à Yuri qu'ils doivent exécuter leur plan initial auquel elle acquiesce. Ils font de leur mieux pour atteindre Aya qui est inconsciente, mais le monstre essaie sans relâche de les empêcher de s'approcher de leur coéquipière. Yuri lui dit alors avec confiance qu'elle peut créer une ouverture pour qu'il atteigne Aya. Elle conjure un escalier fait de mana pour aider Ray à grimper, maximisant sa compétence de donner vie à des objets imaginés. Ray ne perd pas de temps et se précipite en avant, tranchant à travers chaque tentacule qui tente de l'empêcher de sauver Aya. Après avoir tranché, il réussit finalement à la secourir. Aya reprend immédiatement conscience et le remercie de ne pas l'avoir abandonné. Yuri exprime sa gratitude à Aya pour leur avoir prêté du mana, la félicitant pour son courage et son inspiration. Avec Aya en sécurité, il ne reste qu'un seul problème à résoudre, vaincre le boss. La faucheuse se régénère soudainement et les attaque à nouveau avec ses tentacules. Yuri demande anxieusement quel est leur plan, notant que s'il continue à se régénérer, ils ne pourront jamais le tuer. Avec confiance, Ray lui dit qu'il a un plan et promet de détruire le monstre. Il passe ensuite à l'action, au grand étonnement et à la confusion de Yuri, car il laisse son arme derrière lui tout en chargeant l'ennemi. Ray affronte courageusement la faucheuse et libère sa double compétence de mage noir, anéantissant finalement le boss d'un seul coup et laissant un trou béant dans son corps. Pendant ce temps, dans sa captivité, Chrono est complètement choqué que Ray ait réussi à vaincre la faucheuse. Furieux, il jure qu'il ne laissera jamais Ray et son groupe quitter le donjon vivant. Soudain, un tentacule jaillit du cadavre de la faucheuse et tente de frapper Aya. Heureusement, Ray la sauve juste à temps. À leur grand désarroi, le faucheur se met à émettre de l'énergie noire, les forçant à fuir cette menace inconnue. Déterminé à protéger son équipe, Ray les guide vers la sortie. Mais alors qu'ils sont sur le point d'y arriver, l'aura sombre les rattrape. Heureusement, un homme mystérieux apparaît et les protège avec une puissante barrière de mana, remarquant qu'il joue à un jeu très dangereux. Aya exprime sa gratitude à l'homme qui se révèle être Haru. Il sourit, heureux d'être reconnu par l'équipe. Aya demande ensuite à Ray si c'est l'homme qu'il a mentionné avant le raid, et le leader confirme en se souvenant qu'avant sa régression, Haru était connu sous le nom de Roi Jaune. Haru pouvait créer des boucliers et des barrières incroyablement puissants, et sans lui, ils auraient eu de sérieux problèmes. Haru explique que lorsqu'ils ont accepté le travail de nettoyage du donjon, il a été affecté à une autre mission, c'est pourquoi il a réussi à les sauver juste à temps. Il ajoute que quelqu'un l'a contacté pour les sauver, ce qui fait penser à Ray que ce doit être Hinata de l'association. L'expression de Haru change soudainement lorsqu'il s'enquiert de l'identité de Ray, le reconnaissant comme le frère du roi violet. Voyant le regard surpris de Ray, Haru explique qu'il a entendu des rumeurs intéressantes à son sujet et qu'il avait hâte de le rencontrer en personne. Le mage noir sourit et remercie à nouveau Haru d'avoir sauvé son équipe. Haru répond que c'était avec plaisir, puis remarque que le faucheur s'est transformé en gemme de récompense. Il s'approche pour récupérer la pierre magique, étonné par sa taille. La lançant vers Ray, Haru les félicite d'avoir nettoyé le donjon. Lorsque Ray demande si c'est vraiment correct qu'ils prennent la pierre, Haru leur dit froidement d'accepter leur récompense, mais les avertit qu'ils devraient surveiller leurs arrières, car beaucoup seront bientôt au courant de leur exploit. De retour à l'association, l'équipe parle de la façon dont Haru est étrange, trop simple d'esprit et insouciant pour quelqu'un de son niveau de compétence. Juste à ce moment-là, Hinata apparaît, soulagée qu'ils soient tous sains et saufs. Elle admet qu'elle était inquiète lorsqu'ils ont accepté la quête et se sont précipités dans un donjon de niveau 70. Elle réprimande légèrement Ray pour avoir risqué son équipe, puis s'enquiert de leur expérience à l'intérieur.
Hinata est stupéfaite lorsque Rei lui montre l'énorme pierre magique qu'ils ont obtenue, la choquant ainsi que tous les membres de l'association. Bientôt, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'équipe de Rei a conquis le donjon d'Ekibukuro. L'équipe de nettoyage les interviewe sur leur victoire inattendue. Aya fait face aux caméras, expliquant qu'elle a rejoint l'équipe pour aider à payer le traitement de sa sœur, et elle remercie Rei de l'avoir laissé faire partie du groupe. Pendant ce temps, Yama regarde avec colère, furieuse qu'Aya soit enfin reconnue à sa place. Dans une autre partie de la ville, Kai regarde l'interview de Rei, bouillant de rage. Les gens continuent de parler de la façon dont un mage incolore a réussi à nettoyer un donjon de haut niveau, une nouvelle qui parvient également à Haru. Rei lève les yeux vers le château inversé, réfléchissant à la façon dont il a réussi à arrêter une brèche de donjon. Cependant, il se souvient que tout le monde a failli mourir à cause de lui, et il jure silencieusement de devenir plus fort. 3 jours plus tard, Rei et son équipe sont retournés à l'association où ils sont accueillis par Hinata ainsi qu'une renommée inattendue et l'attention de tous. Rei demande de quoi Hinata veut discuter. Son ton est devenu sérieux lorsqu'elle révèle que l'association a reçu une demande de nettoyage de donjons spécifiquement pour son équipe. Rei est surpris qu'ils aient été promus à un rang si récemment, et maintenant ils ont déjà une demande personnelle. Hinata lui tend le document officiel, notant que seule une poignée d'aventuriers ont déjà reçu de telles demandes. Aya félicite joyeusement Rei, mais il minimise humblement. Lorsque Rei demande qui est le client, Hinata lui répond qu'elle ne peut pas divulguer ces informations en raison des ordres de la direction. Voyant Rei plonger dans ses pensées, Yuri l'encourage à accepter la mission. Hinata ajoute ensuite qu'un sorcier du premier rang se joindra à leur groupe. Le lendemain, les 3 membres arrivent au point de rencontre en attendant leur 4e compagnon. À leur grande surprise, Haru apparaît en les saluant avec enthousiasme et en révélant qu'il sera leur assistant pour explorer le prochain donjon. Rei n'arrive pas à croire que Haru soit réellement leur escorte. Haru avoue qu'il a gardé l'information pour les surprendre et qu'il est ravi de travailler avec des célébrités comme eux. Alors qu'ils avancent dans le donjon, l'équipe ne peut s'empêcher d'être amusée par les bonnes vibrations de Haru. Alors qu'ils avancent, Rei demande si le donjon est rempli de pièges, ce à quoi Haru acquiesce. Il explique que, selon d'anciens rapports d'éclaireurs, de nombreux passages sont scellés par des murs de flammes. L'équipe s'inquiète en entendant cela, mais Haru les assure avec confiance qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter après tout. Il est un maître de la magie des barrières et peut les protéger tous. Rei trouve Haru très amical, mais il ne peut s'empêcher d'avoir un étrange sentiment à son sujet. Alors qu'ils continuent leur exploration, un essaim de monstres apparaît soudainement, incitant l'équipe à se préparer au combat. À leur grande surprise, cependant, Haru se cache derrière un rocher, avouant qu'il est terrifié par les monstres de type insecte. Sans choix, les 3 membres affrontent les monstres eux-mêmes. Aya déchaîne ses boules de feu, tandis que Yuri note, quelque peu déçu, que ces monstres sont beaucoup plus faibles que ceux qu'ils ont affrontés dans le donjon d'Ekibukuro. Voyant son équipe donner le meilleur d'elle-même, Rei utilise sa compétence pour achever les ennemis restants. Tout le monde applaudit Rei pour son bon travail, tandis que Haru le remercie de lui avoir sauvé la vie, admettant timidement qu'il est inutile quand il s'agit d'insectes. À son insu, une autre horde de monstres émerge de derrière. Yuri essaie de l'avertir, mais Haru est déjà conscient et active sa barrière de mana juste à temps, piégeant les monstres à l'intérieur. Sa réaction rapide et ses compétences impressionnantes laissent l'équipe stupéfaite. Rei s'enquiert alors de sa capacité. Haru explique que sa compétence s'appelle Arc, une technique qui utilise des barrières de mana pour créer un espace complètement sous son contrôle. Cependant, elle ne fonctionne pas bien contre les grandes cibles, il doit donc éliminer les ennemis rapidement. Rei admet que c'est vraiment une compétence incroyable. Après avoir vaincu les monstres, l'équipe continue plus profondément dans le donjon jusqu'à ce qu'elle atteigne une zone où des murs de flammes ardentes bloquent le chemin. Haru s'avance avec confiance, disant qu'il a contenu les flammes pour les laisser passer. Il forme alors une barrière en forme de pyramide, protégeant l'équipe de la chaleur intense. Il se dirige en toute sécurité vers l'entrée de la salle du boss, prêt à affronter la créature qui s'y trouve. Pendant ce temps, Haru sourit intérieurement, désireux d'être témoin direct de ce dont Rei est vraiment capable. En s'enfonçant dans le donjon, le groupe est confronté à du magma et à une chaleur torride partout. Juste à ce moment-là, un loup volcanique de niveau 68 s'est avancé, grognant en posant ses yeux sur les humains. Comme les autres boss de donjon, la bête a l'air assez intimidante. Alors que ses hurlements résonnent dans toute la grotte, une boule de feu se rassemble juste près de sa gueule. Rei ordonne aux autres de préparer leur barrière, mais Haru lève la main, disant qu'il n'y aura pas besoin de tout ça. La boule de flammes ardentes est lancée vers l'avant, mais elle s'arrête complètement en frappant la barrière du roi jaune. La puissance de sa compétence défensive était stupéfiante, et ils peuvent se concentrer sur l'offensive pendant qu'ils gèrent leur protection. Pour l'instant, ils acceptent tous de faire confiance aux nouveaux venus fiables. Mais une tempête d'attaque pourrait encore laisser une fissure dans le bouclier, ils ne peuvent donc pas baisser leur garde. Rei envisage de lancer des boules de flammes abyssales. C'est trop risqué de consommer autant de mana en essayant de frapper quelque chose d'aussi rapide. Se tournant vers une autre méthode d'attaque, il se précipite en avant pour attirer l'attention de l'ennemi. D'autre part, ses camarades doivent frapper dès qu'ils voient une ouverture.
Il a amélioré son corps et, avec des jambes renforcées, a disparu du sol en bondissant. Réapparaissant à quelques centimètres du visage du loup, il esquive sa première attaque. Contrant, il tranche le flanc de son corps et signale aux autres de bouger. Les dames font ce qu'on leur dit et se préparent à frapper. En quelques instants, elles ont des balles de pierre et des lames de mana prêtes à être lancées. Elles sont tirées sur la cible et, bien qu'il se déplace extrêmement vite, le boss est capable d'esquiver les projectiles sans trop d'efforts. Il se dirige vers les hauteurs, ce qui fait jurer de frustration. Avec la chaleur intense qui les épuise déjà, ils ne peuvent pas prolonger la bataille. Pendant ce temps, Haru observait silencieusement et attentivement. Sachant qu'ils vont bientôt brûler leur énergie, il se demande quel sera le prochain coup du chef de groupe. Il a déjà élaboré un nouveau plan et dit à ses membres de viser les jambes du loup. Elle sourit et confirme l'ordre, heureuse qu'il ait réellement quelque chose en tête. Maintenant, ils doivent juste tout donner. Yuri fait le premier pas et envoie des lames de mana à ses pieds. D'un autre côté, Aya se préparait à utiliser son haut fourneau et à augmenter sa puissance de combat. Dépassant ses limites normales, elle conjure une énorme balle de pierre et la tire sur l'ennemi. Compte tenu de sa taille, le boss n'a pas d'autre choix que d'esquiver en sautant haut dans les airs. C'était l'occasion idéale car il ne peut absolument pas se soustraire aux attaques dans les airs. Rei se déplace pour l'attraper sans défense. Retirant son bras avec une épée recouverte de glace froide et dure, il vise la pointe sur l'ennemi et la pousse à travers son corps. Une lumière bleue brillante clignote dans tout le donjon. Fermant les yeux en poussant son dernier souffle, le monstre s'écrase au sol. En le voyant se vaporiser en cendres et en un amas de pierres de mana, les membres du groupe se félicitent mutuellement pour le travail accompli. Haru reconnaît leur impressionnant travail d'équipe et à quel point Rei est doué en tant que mage. Cependant, il pouvait sentir une étrange puissance nichée à l'intérieur du jeune homme. Alors qu'ils s'apprêtent à signaler d'abord leur victoire à l'association, le roi jaune leur demande d'attendre et invoque une boîte magique dorée. Il y a quelque chose qu'il veut tester, et ils vont utiliser la chose à l'intérieur. Sa petite boîte a la capacité de piéger des monstres ou de tester des capacités. En toute honnêteté, Haru veut connaître sa véritable force, alors il veut que Rei combatte la chose à l'intérieur. Il ne le forcera pas à le faire, et il le retirera si les choses deviennent trop dangereuses. Le jeune mage n'est pas sûr de ce qu'il recherche, mais lui faire plaisir pourrait en fait jouer en sa faveur, alors il accepte le petit défi. Sur ce, la boîte dorée brilla de mille feux et commença à s'ouvrir alors qu'il commençait. Contrairement à sa lumière, une essence sombre s'échappa de l'ouverture et forma une silhouette humanoïde. Voyant la silhouette, Haru explique qu'elle lit les souvenirs de l'adversaire et se transforme en ce qu'il craint le plus. Juste à ce moment-là, le cœur de Rei se serre et son visage devient mortellement pâle. Devant lui se trouvait Chrono, dieu de l'espace et du temps. Le roi jaune sourit avec ignorance, amusé par le garçon alors qu'il regardait quelque chose qu'il n'avait jamais affronté auparavant. Il ne savait pas le danger qu'il venait de faire courir au monde. Rei était soudainement confronté à son plus grand ennemi beaucoup plus tôt qu'il ne s'y attendait. Même le vrai Chrono sent la présence de son double depuis le donjon et se rappelle à quel point il est similaire à la dernière fois. Les autres sont toujours dans l'ignorance et étaient simplement curieux de connaître l'être devant eux. L'ombre se transforme en la plus grande peur de sa cible, mais Haru n'a jamais vu une telle chose. En d'autres termes, Rei a combattu quelque chose qu'il n'avait même jamais affronté. Le jeune mage était toujours incrédule, essayant de se dire que c'était impossible. Cela dit, il pouvait encore ressentir la sensation terrible et anéantissante du désespoir. Le voyant commencer à bouger, le mage se calme. Déterminé à détruire l'ennemi, il fait le premier pas et saute dans la bataille. Leurs lames s'entrechoquent et un anneau de métal assourdissant résonne dans le donjon. Rei n'est plus aussi faible qu'avant. Maintenant, il est capable de balancer et de repousser le dieu. Cependant, c'est loin d'être suffisant pour déstabiliser un ennemi aussi puissant. Chrono le regarde fixement et cette simple action suffit à faire un trou dans les piliers de pierre derrière sa cible. Les autres observaient toujours et appréciaient cela comme s'il s'agissait d'un spectacle. Rei a déjà combattu cet ennemi et est bien conscient des pouvoirs qu'il détient. Maintenant, c'était à son tour de riposter. Il recouvre sa lame de glace bleue comme avant. C'était un effort désespéré et il a réussi à établir le contact, mais à sa grande surprise, Chrono a juste souri. L'acier était pressé contre la poitrine du dieu, mais il était si dur qu'il ne pouvait même pas l'égratigner. Il est renvoyé en arrière d'un simple coup de balancier, et il ne comprend pas comment son attaque a pu être déviée avec si peu d'efforts. Finalement, Haru se rend compte que c'est trop dangereux, et aller plus loin risque de compromettre la sécurité. En tant que tel, il se déplace pour sceller à nouveau la créature dans la boîte, mais s'arrête lorsque ses pouvoirs ne parviennent pas à fonctionner face au dieu. Yuki demande ce qui prend autant de temps et lui dit de le sceller maintenant. Cependant, l'ombre se défendait et il était assez fort pour y résister. Face à ce scénario inattendu, ils commencent tous à paniquer. Cela n'est jamais arrivé avec Haru auparavant, et il ne comprend pas ce qui se passe. Pendant ce temps, Chronos souriait simplement, amusé par le pseudo-corps qui lui avait été donné. Compte tenu de la gravité de la situation, les autres mages passent à l'action et essaient d'aider leur ami. Aya active son haut fourneau et renforce Yuri, qui saute vers l'ennemi avec sa faux de mana. Cependant, son mana se dématérialise dès qu'elle balance son arme.
Complètement vulnérable, une simple gifle la renvoie en arrière et s'écrase sur son allié. Rei cria en les regardant être immédiatement mis hors de combat. Haru s'excuse d'avoir laissé les choses aller si loin. En tant que responsable, il éliminera lui-même l'ennemi. Invoquant sa lumière, il lie Chrono avec des chaînes dorées de retenue. L'exécution est parfaite et il est convaincu que le scellement est réussi. Cependant, le sourire ne quitte tout simplement pas le sourire de l'ennemi. Encore une fois, il dissipe la magie et se libère des liens. C'était incroyable pour les mages, et il semble que leurs options s'épuisaient. Ils étaient acculés et ils allaient tous mourir si cela continuait. L'ombre a recréé Chrono à partir des souvenirs de Rei, ce qui explique son pouvoir terrifiant. Il réalise quelque chose et a une idée si tout cela est vrai. Sur ce, il dit à Haru de lui laisser les choses en main. Lors de leur première rencontre, il ne pouvait que fuir ou accepter la mort. S'il fait la même chose maintenant, alors ça ne sert à rien de régresser et de travailler si dur. Il bondit en avant sans la moindre trace de peur, sachant que l'ennemi doit prendre la forme de monstre grâce à une compétence. Dans ce cas, il devrait être capable d'utiliser sa propre capacité et de la voler. Touchant le corps de la cible, il vole la compétence de copie de l'ombre et recule. Elle resta immobile un instant, essayant de comprendre ce qui s'était passé, et hurla soudainement de colère alors que son corps commençait à se vaporiser. L'ennemi avait été vaincu. Pendant ce temps, Haru se tenait debout, choqué, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Rei a-t-il toujours été comme ça? Et qui était-il vraiment? 3 jours plus tard, lui et Yori étaient dans une salle du trône, agenouillés avec un rapport pour le roi bleu, qui était assis sur le trône, dans l'attente. Debout dans un long couloir, Yori attendait en silence. Son compagnon arrive en retard et Haru explique timidement qu'il avait quelque chose à régler. En avançant, il parle avec désinvolture du récent incident dans le donjon. En fin de compte, il a de la chance que Rei lui ait pardonné après tant de supplications et d'excuses. En parlant du jeune mage, il s'est avéré bien meilleur que ce à quoi s'attendait le roi jaune. Sinon, leur patron n'aurait pas manifesté autant d'intérêt. Ils entrèrent ensemble dans la salle du trône, s'excusant d'avoir mis autant de temps. Le roi bleu, Hojo, sourit joyeusement aux deux et leur dit de se détendre car ils avaient bien fait. Quoi qu'il en soit, il s'excuse toujours et explique qu'ils reviennent tout juste d'un donjon. Il comprend leur situation, étant lui-même revenu de 10 pays différents. Ils ne peuvent pas y faire grand-chose car l'association manque de mages talentueux comme eux. En fait, ces récents voyages étaient toutes des missions pour conquérir des donjons. Hojo prend ensuite note de la nouvelle concernant Rei dégageant Ekibukuro et est impressionné par les pieds du garçon. Cela peut sembler condescendant, d'autant plus qu'il vient d'en vaincre un groupe similaire tout seul. On a l'impression qu'il est dans un royaume au-dessus des humains. Passant à autre chose et entrant dans le vif du sujet, il demanda aux deux de lui parler de Rei. La discussion se poursuit pendant un certain temps car il y a beaucoup à dire sur le jeune homme. Comme les autres, le roi bleu est surpris et émerveillé par ses capacités. Haru dit qu'il est au niveau des mages de rang S, voire encore plus fort. Le garçon a un bon sens du combat et a la capacité de voler des compétences. Ce n'est pas tout, mais Yuri a l'impression qu'ils n'ont pas le droit de partager tous les détails. Puisqu'il est un mage si incroyable, Hojo ne peut s'empêcher de vouloir le rencontrer. Sur ce, il leur fait une dernière demande. Dans l'association, Rei et Aya se félicitent mutuellement pour avoir fait un excellent travail. Ils se demandent ensuite où est leur autre membre, qui n'a pas pu venir en raison d'une affaire urgente. Juste à ce moment-là, Hinata cria d'urgence en les voyant. Avec une expression sombre, elle se demande ce qu'il a fait cette fois-ci. Bégayant encore, elle dit que le roi bleu le demandait et voulait lui parler. S'épargnant mutuellement les explications, les deux se dirigent vers la salle du trône pour l'audience demandée. Rei est surpris en posant les yeux sur Hojo, qui l'accueille avec un sourire observateur. Avant la régression, le mage était connu comme le roi des rois. Il était son ardent fan à l'époque, se tenant même au courant des dernières réalisations du roi. En tant que l'un des véritables leaders du peuple, chaque mot qu'il prononçait touchait les âmes. Tous les mages voulaient être comme lui, même Rei. Malheureusement, le roi bleu périt lorsqu'un autre donjon s'effondra et fit des ravages. Combattant des monstres et prenant en charge l'évacuation, il devint un héros qui sauva des millions de personnes. Mais pourquoi une telle personne appellerait-elle une recrue comme lui? Comprenant sa confusion, Yuri s'avança et se porta volontaire pour expliquer. Il est surpris de voir son ami là-bas. La présence de Haru était compréhensible. Mais pourquoi elle aussi? Les deux sont à la recherche d'individus talentueux en tant que membres de l'ordre du Saint-Bâton. C'est quelque chose dont les gens ont entendu parler en tant qu'organisation d'élite du roi bleu. Hojo est celui qui a demandé leur aide pour le donjon et a placé Haru comme observateur. Il n'a pas beaucoup aidé au dégagement, car il avait besoin de voir à quel point il était fort. Pendant ce temps, Yuri a rejoint le groupe parce que cela lui semblait intéressant. Rei a profondément impressionné le roi, qui souhaite maintenant l'inviter dans ses rangs. Cela dit, son existence même doit être gardée secrète de tous ceux qu'il connaît. En tant que le plus fort parmi les rois, il a demandé au jeune mage pour quelle raison il est devenu mage en premier lieu. En y repensant, il pense à quel point il admirait l'homme devant lui, qu'elle le méprisait et voulait que cette réalité change. C'étaient les raisons avant, mais maintenant son plus grand objectif est de vaincre Chronos. Pour ce faire,
il doit devenir l'être le plus fort du monde. Hojo clarifie, s'il veut devenir le roi de toutes les couleurs et même plus fort que lui, les autres regardent avec impatience. Dans le monde avant la régression, même le roi des rois ne pouvait pas vaincre le dieu du temps et de l'espace. Rei confirme son objectif de devenir plus puissant que tous. Hojo sourit, complètement satisfait de sa réponse. Dans ce cas, il suggère que le garçon travaille d'abord avec les apôtres. Ils sont surpris par la suggestion, ne s'y attendant pas du tout. Cela lui sera certainement bénéfique et les aidera même à atteindre les sommets de la magie. Sur ce, il traverse les couloirs de l'association et arrive dans une grande salle. Alors que les portes mécaniques s'ouvraient, Rei regarda avec émerveillement alors qu'il faisait face à un groupe d'élite de mages relevant directement du roi bleu. Le groupe était un mélange de personnalités différentes et fortes, mais leur pouvoir n'était pas du tout discutable. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.